ces contenus avec une qualité d'image vraiment médiocre. Non, le mieux c'est de le dire. Cet homme a été obligé de vivre dans son lieu de travail sans pour autant être payé. Non pas une relation étroite avec le pasteur dans le sens où, papa pasteur, je viens Il dormir. est quand même un prédateur. J'aimerais dire prédateur parce que ce qu'il a fait, c'est de la prédation. Salut les gars, bienvenue sur la World View Chronicles, la nouvelle chaîne de diffusion d'informations qui va s'intéresser à l'actualité à la fois au Gabon, mais aussi à l'international. Et pour cela, vous avez moi, Jans. Et moi, c'est Chris. Donc, soyez nombreux et ne manquez pas ce qui va se passer parce que ce sera vraiment très intéressant. Alors, nous comptons énormément sur vous pour nous suivre et aussi apprécier le contenu qui sera diffusé. Les gars, nous espérons que vous allez bien parce que c'est le cas pour nous en ce moment. Nous avons deux sujets importants au niveau du Gabon à vous donner aujourd'hui. Premièrement, cela concerne le média Télé Africa qui a été mis sous administration provisoire au vu de son mauvais fonctionnement. Et la deuxième information concerne le monde ecclésiastique, donc l'Église. Plus précisément, un homme de Dieu qui s'est retrouvé dans une situation encombrante au vu de ses actes. Donc, James, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Télé Africa? Déjà, concernant Télé Africa, j'ai envie d'avoir un point de vue gabonais. Étant gabonais, je sais ce qu'est Télé Africa. Oui. Et donc, le constat, c'est quoi? C'est qu'au cours des dernières années, nous avons tous pu remarquer que Télé Africa avait stagné dans une ère du temps. C'est-à-dire que Télé Africa est resté dans une certaine période et les années sont passées et eux, ils n'ont pas su, on va dire, s'adapter au fil de ce temps. C'est alors pour cela qu'on a pu voir que les programmes se répétaient. Les programmes non seulement se répétaient, ils étaient irréguliers, c'était des programmes qui parfois n'avaient rien à voir avec l'intérêt même des Gabonais eux-mêmes, avant de parler de l'international. Et pour moi, et comme tout autre Gabonais d'ailleurs, une chaîne étant nationale, et pas des moindres, Télé Africa est l'une des chaînes principales et grandes du Gabon. Étant l'une des chaînes principales au Gabon, je me dis que Télé Africa aurait dû diffuser un contenu qui aurait bien voulu captiver l'auditoire, qui aurait voulu captiver l'intérêt des Gabonais en général d'abord, mais aussi des personnes qui se trouvent à l'international. Disons que si je me trouve dans un autre pays, si je veux regarder une chaîne au Gabon, c'est pour aussi m'inculquer plus ou moins leur culture. Chose que Télé Africa ne faisait plus par la diffusion de ses programmes. Et bon, Télé Africa, c'est une chaîne normalement, une grande chaîne qui aurait dû prospérer depuis les années 2010. Elle a été à son apogée. Et bon, ce que nous dénotons aussi, c'est que Télé Africa n'a pas été vraiment très soutenue. Justement, nous pouvons rebondir aujourd'hui sur une situation très grave qui a été une pénurie de salaire de moins de 10 mois pour tous les employés de ce secteur. Et cette pénurie a été un débouché sur la mort d'une des personnes qui travaillent sur ces lieux. Et oui, donc c'est dire qu'on a pu d'abord constater sur la forme. J'ai vraiment envie de revenir dessus, tu vois, sur la forme du mode de diffusion des informations sur Télé Africa. Avant de parler du fond, c'est-à-dire la mort de cet employé, mais aussi de la pénurie de salaire de moins 10 mois d'impayé pour un salarié qui travaille. Donc, sur la forme, c'est déjà dire que Télé Africa diffusait ses contenus avec une qualité d'image vraiment médiocre. Non, le mieux c'est de le dire. Pour une chaîne de télévision nationale qui devrait avoir les moyens pour financer à la fois le domaine technique, mais aussi, on va dire, matériel. C'est-à-dire que Télé Africa nous diffusait des programmes qui, on avait l'impression certaines fois qu'ils le faisaient avec un téléphone portable. C'était tout sauf professionnel en tout cas. Ça, c'est ce que moi je dis. Et que beaucoup pensent d'ailleurs et n'ont peut-être pas eu l'occasion de dire. Et ça me rappelle, un match de Cannes qui avait été retransmis sur Télé Africa qui était à peine visible. Après, en parlant d'employés, j'aimerais encore revenir sur le salaire de ces derniers, du moins sur le mode de paiement du salaire de ces derniers. En tant que père de famille, ou du moins mère de famille, travaillant, d'accord? Subvenant aux besoins de sa famille. Subvenant aux besoins de sa famille. Lorsque tu travailles et que tu te dis que pendant un an, je n'ai pas de salaire, je me dis quand même que, à un moment, il y a le ras-le-bol. Cela ne donne plus envie de travailler. En plus de ne plus donner envie de travailler, cela va provoquer autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui, aujourd'hui au Gabon, rêveraient de travailler dans le domaine de la télécommunication. Si moi, en tant qu'étudiant, j'aspirais à
enfin, à travailler dans le monde de la télécommunication, Journaliste, journaliste, caméraman. caméraman, et que je vois ce que Télé Africa nous présente, d'abord dans leur diffusion, et ensuite comment les employés sont traités dans la boîte, bah, moi je fais tout sauf venir vers vous. Je fais tout sauf même aspirer à ce travail, parce qu'au final, je me dis, cela ne servirait à rien que je me déploie au travail pour ensuite être au chômage. Travailler sans être payé, c'est être techniquement au chômage. Toujours en parlant de la précarité extrême dans laquelle étaient ces employés, qui n'ont pas été payés depuis au moins 10 mois, on a la situation vraiment exceptionnelle de cet homme. Comment il s'appelle encore, toi? C'était un journaliste sportif, c'est Prince Ozo Manyombe. Donc, cet homme a été obligé de vivre dans son lieu de travail sans pour autant être payé. Donc, vous vous imaginez, de un, il n'a plus de logement, donc il n'a plus de quoi payer son loyer, il n'a plus de quoi payer, de quoi se nourrir, ou encore se vêtir, ou encore de promouvoir encore son hygiène. Donc, il n'a pas eu d'intimité parce que vous pouvez bien le remarquer, un lieu de travail, c'est pas forcément le meilleur endroit pour se retrouver seul, ou bien pour se retrouver en famille. Je ne sais même pas si cet homme avait de la famille. Est-ce que son âge est mentionné? Alors, là, je n'ai pas mentionné, mais je me dis qu'il avait peut-être de la famille. Oui, si ce n'est pas des enfants ou une femme, c'est forcément des tantes ou bien encore des mères ou encore si c'est un jeune homme. Donc, en vrai, ce n'est pas pour incriminer encore la chaîne Télé Africa, ou bien encore pour la punir, ou bien encore pour mettre encore la mort de cet homme sur la conscience de cette chaîne, mais c'est pour pouvoir montrer encore que la chaîne à laquelle appartenait la famille Bongo n'a pas vraiment pu donner encore le confort minimum pour ses employés, et que c'est à cause de ça, je pense, qu'on n'a pas pu promouvoir cette chaîne, encore donner une forme élégante du genre du point de vue de la qualité vidéo ou bien encore du contenu, parce que des gens impayés depuis au moins 10 mois ne peuvent pas se réveiller un matin et faire un travail exceptionnel. Oui, effectivement, il ne s'agit pas ici, j'aimerais revenir sur tes propos, il ne s'agit pas ici d'incriminer la chaîne ou encore de la pointer du doigt en disant que bah voici, si ces gens sont aujourd'hui dans telles conditions, c'est totalement de votre faute. Certes, ce n'est le cas, mais c'est aussi pour pouvoir déjà énoncer un message, pouvoir dire au nouveau, j'ai envie de dire directeur, parce que je crois que c'est déjà sous la gouverne oui, sous la gouverne de monsieur Dambi Bank, de pouvoir lui dire plus ou moins, de voir ce qui a été commis pour pouvoir apporter des solutions. On ne peut, enfin, Télé Africa ne pourra renaître de ses cendres que si elle prend conscience de toutes les erreurs qu'elle a eu à faire, de tout le retard qu'elle a sur les autres chaînes. J'ai envie de dire, pas seulement gabonaises, mais aussi sur les autres chaînes à l'international. Bien sûr. Parce que l'objectif, c'est cela, c'est de pouvoir compétir sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Donc, si M. Dambiban peut prendre le temps de pouvoir recadrer, redresser, et aussi avoir peut-être on va dire, d'avoir aussi, pas de la pitié, mais d'avoir de la compassion pour ces employés qui n'ont pas été payés pendant près d'un an, de leur payer leur salaire d'une part, mais aussi de leur redonner la motivation, du moins la passion qu'ils avaient pour le métier qu'ils ont choisi, afin de pouvoir diffuser à nouveau, afin de pouvoir renaître, de pouvoir donner cette nouvelle image de ce que sera Télé Africa dans les mois et années à venir. Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que ce n'est pas le moment aussi d'agresser monsieur Bibang, parce que je pense que une cicatrice de 10 mois sur un mental et un psychisme vraiment martelé ne peut pas être effacé en un mois. Parce que je pense qu'il a pris fonction depuis un mois. Oui, un mois déjà. Donc, c'est pas en un mois que cet homme va venir réaliser l'exploit de pouvoir effacer tout ce qui a été fait, de pouvoir remettre en œuvre et de pouvoir relancer la chaîne au pied de guerre. Donc, je pense qu'il va falloir du temps à cette chaîne pour se reconstruire. Du temps et vraiment une bonne gestion. J'espère que cet homme qui a été placé sous le commandement de monsieur Olingue va pouvoir remettre à flot cette chaîne et pouvoir encore donner aux nationaux une information sans filtre, une information bénéfique et une information qui aide à avancer. Et donc on va terminer sur ça en disant que Télé Africa est certes une chaîne qui a commis énormément d'erreurs durant les années passées, et on espère que à ce jour nouveau de la félicité du Gabon en général qui est en train de renaître de ses cendres, on espère que Télé Africa va désormais s'adapter,
va pouvoir nous donner du contenu adapté à nos besoins, plus ou moins, et aussi à notre intérêt, c'est aussi cela, sur le plan national et aussi sur le plan international, pourquoi pas. Pour ce second sujet, Chris, j'aimerais te poser une question. Quelle est la première image qui te vient à l'esprit lorsque je te dis le mot église? Bon, lorsque on parle de l'église, je vois premièrement communauté, amour, fraternité et bonne conduite. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour ce deuxième sujet, le mot église ici prend une toute autre tournure. On va s'intéresser à un pasteur, et pas des moindres. Il s'agit du pasteur dénommé Monsieur Jean-Yves Boussougou, qui a commis, j'ai envie de dire, le pire, qui a commis quelque chose que, même étant une personne lambda dans la société, serait qualifiée d'atrocité. Donc ici, l'information c'est quoi? C'est que Monsieur Jean-Yves Boussougou a commis des viols. Et quand je parle de viol ici, il ne s'agit pas juste de viol. C'est vrai, il n'existe pas de viol plus grand que d'autres, oui. Mais ici, il s'agit de viols commis sur des mineurs de moins de 18 ans. Donc, Monsieur Jean-Yves Boussougou, c'est vraiment incroyable. Un pasteur qui commet cela. On en vient se poser des questions. Personnellement, je me pose des questions. Si à l'église, endroit qui est considéré comme un lieu saint, de pareilles choses se passent, à qui doit-on désormais se fier? Je comprends ce que tu es en train de dire. En fait, quand on prend la société en temps normal dans notre siècle, on voit deux grandes puissances. Premièrement, il y a la puissance politique qui a le maintien de l'économie et tout ce qui est sécurité et tout. Et on a l'autre puissance, la puissance de l'Église. On ne va pas se mentir, la religion et l'Église ont une grande puissance dans notre siècle. Aujourd'hui, l'Église peut vraiment agir sur la vie de beaucoup de personnes et dans la société. Si l'Église crée un mouvement de soulèvement, je ne suis pas sûr que dans certaines régions, bien dans certains pays, l'État puisse faire quoi que ce soit. Ce sont des puissances qui s'égalisent. Donc si aujourd'hui l'Église, qui est censée être un second pouvoir de sécurité, un second pouvoir maintenant l'ordre au niveau d'un pays, vient à ne plus être un lieu de sécurité, mais plutôt un lieu de crime organisé. Parce que ce qui est mauvais, c'est que dans sa chute, beaucoup de pasteurs sont autour de lui et veulent faire de lui un martyr, alors qu'il est l'auteur de plusieurs victimes et il est quand même un prédateur. J'aimerais dire prédateur, parce que ce qu'il a fait, c'est de la prédation. Comment il peut atteindre, c'est vraiment un des crimes que je déteste le plus, le viol. Et c'est un des piliers carrément de la foi chrétienne notamment. Oui. Donc, ce gars-là, je l'ai connu, il a été dans mon église et j'ai vraiment prié carrément sous la direction de ces sujets de prière. Donc je me demande à quel moment tout cela a capoté, parce que je l'ai connu avant ce massacre, je l'ai connu avant, bien avant 2015 et tout, et il m'a paru être un homme de bien. Il m'a paru être vraiment un père de famille aimant, puisqu'il a une femme charmante, une épouse, il a au moins 6 enfants, bon, des femmes et des garçons aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment très grands. Et un père qui a vu ses enfants grandir, je pense qu'il ne peut pas s'adonner à de telles actions jusqu'à violer des mineurs. Donc je me demande, Monsieur Jean-Yves Boussougou, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment intéressant de parler de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autant plus qu'au départ, on pouvait se dire, ok, d'accord, ce ne sont que des accusations. Ce qui aurait donné du crédit à la personne de Monsieur Jean-Yves Boussougou. Bien sûr. Le connaissant étant adepte peut-être de son église, je suis sûr que ces différentes personnes se sont dit, bah non, ce ne sont que des accusations pour atteindre à son image. Mais le pire, c'est de se rendre compte qu'il a lui-même admis avoir effectivement eu, selon lui, des rapports sexuels, non pas commis un viol, mais des rapports sexuels avec des mineurs âgés de moins de 18 ans. Et pour lui, il se dit que si cela a été fait, ce n'est pas parce qu'il est allé vers ses différents enfants, mais parce qu'ils sont tombés sous son charme. On parle ici d'un homme d'une quarantaine d'années. D'un homme âgé d'une quarantaine d'années qui dit avoir entretenu des rapports sexuels avec des enfants de moins de 18 ans, et il qualifie cela d'actes qui ont été commis à cause de son charme, parce qu'il est peut-être, on va dire, le Robert Val des églises. Je ne peux pas penser qu'un être aussi élevé dans la sphère spirituelle puisse donner de telles paroles, parce que premièrement, c'est un homme de famille, c'est vraiment un homme de Dieu. Il a trop de qualificatifs qui fait de lui un être qui devrait se rapprocher de ce qu'on appelle parfait pour oser dire ce genre de choses. Et déjà que je ne pense pas qu'il soit marié hier, il est marié depuis au moins longtemps. Oui, je crois, 2010. 2010. Donc depuis 2010, cet homme est marié, cet homme a des enfants, cet homme
a quand même une progéniture. Je ne vois pas comment il peut dire que une fille de 13 ans l'a trouvé tellement séduisant qu'elle a voulu s'offrir à lui. Je vois que c'est un abus de pouvoir. C'est un abus quand même de pouvoir que j'ai montré précédemment de l'Église. Parce que l'Église aujourd'hui a un pouvoir sur la société. L'Église a la possibilité d'agir sur la société et dans la vie des gens. Donc, donner quand même cette puissance à un homme qui n'a pas été vraiment très assis dans sa psychologie, je trouve que ça a été vraiment une erreur de lui donner autant de confiance. Une erreur de la société. Tout simplement parce que dans la société gabonaise, mais pas seulement gabonaise, mais aussi africaine, on considère l'Église comme étant une puissance tellement grande que certaines font faire beaucoup plus confiance au pasteur qu'à un membre de notre famille. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, d'accord, le pasteur, pour nos mamans, j'ai envie de dire, le pasteur, c'est quelqu'un à qui on donnerait le paradis les yeux fermés, sans jugement. Et en parlant même de cela, j'ai envie de rebondir sur quelque chose de beaucoup intéressant, parce que parmi les victimes de M. Jean-Yves Bossogo figuraient 2 enfants qui avaient un lien, j'ai envie de dire, assez étroit avec sa famille à lui. Et donc là, nous avons le témoignage de la grand-mère des deux enfants qui nous dit « Ce monsieur vient de me mettre un coup de poignard dans le dos. Je l'ai toujours considéré comme mon premier fils, en lui ouvrant grandement les portes de chez moi. Je me suis pleinement investi dans son mariage, sans oublier que c'est moi qui m'occupe de sa femme lorsqu'elle accouche. Christ, quelqu'un qui tu permets de voir l'intimité de ta femme, c'est quelqu'un qui tu fais vraiment confiance. » Cela témoigne de, on va dire, de l'étroitesse de relation qu'il y avait entre M. Bossogo, entre la famille de M. Bossogo et la famille de cette femme. Elle continue en disant aujourd'hui, c'est ainsi qu'il me remercie en couchant depuis 2015 avec ma petite fille âgée à l'époque de 13 ans et ma dernière fille âgée de 15 ans. En plus de cela, il filmait les scènes au moment des actes en les montrant aux enfants. C'est ignoble et monstrueux ce qu'il a fait. C'est plus qu'ignoble, c'est plus que monstrueux. Désolé, mais il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, on est en train de parler de ça, parce que le média va parfois dans tous les sens. Il y a plusieurs rumeurs au sujet de M. Yves Bossogo. On dirait que, d'autres diront qu'il est pédophile aussi envers des petits garçons. Qu'il est transmetteur du VIH, qu'il est atteint du VIH. Consciencieusement. Ça veut dire qu'il fait exprès de partager le VIH à tous ces enfants-là pour qu'ils puissent un jour aussi eux-mêmes transmettre. Donc c'est vraiment de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. D'autant plus que si on s'intéresse déjà cette fois-ci, j'ai envie de dire, aux victimes, à ces enfants qui peut-être pour le moment ne constatent pas encore les dégâts qu'ils ont connus. J'ai envie de dire que pour leur psychologie, c'est vraiment quelque chose de grave. Lorsqu'à 13 ans, 15 ans, peut-être 16, qui le sait, tu as déjà entretenu ce genre de choses. Tu as été victime de cet abus de pouvoir. Lorsque tu grandis, comment est-ce que tu grandis? Tu n'as pas tu n'as plus la même psychologie qu'un enfant normal. Lorsqu'à ton âge, tu as déjà connu un nombre d'une 40aine d'années. 3 fois, 4 fois ton âge. Tu vois que c'est quand même quelque chose d'atroce. Oui. Et pour moi, le plus ignoble à l'intérieur, d'accord, c'est qu'on parle ici d'un homme de Dieu. On parle ici d'un homme de Dieu. D'où la question qui revient. Est-ce qu'on devrait encore faire confiance aux églises? Parce que ce n'est pas le premier cas. Et ce n'est pas le seul cas en son genre. Et le plus regrettable à l'intérieur, c'est que nous avons d'autres pasteurs qui sont en train de plaider pour sa cause en disant que, voici, nous aimerions que certaines familles retirent des plaintes pour réduire sa plainte. Pour moi, c'est quasiment ignoble. Tous les pasteurs qui vont se mettre peut-être dans cette optique, on devrait s'en méfier. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'ils n'étaient peut-être pas au courant ou qu'eux aussi, de leur côté, ne commettent pas ces actes? Je suis d'accord avec toi. Ça ressemble plus à une organisation qui sévit dans l'ombre et qui continuera de sévir si on ne fait rien. Aujourd'hui, j'aimerais quand même que chacun de nous puisse apporter un œil jugeur sur tout ce qui se fait au niveau des églises et au niveau des hommes de Dieu. L'homme de Dieu, c'est vrai, il a été parfois, parce que j'aimerais pas dire tout le monde a été mandaté par Dieu. Nous savons que dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, parce que ça, c'est un acte vraiment des temps de la fin. Lui-même, il a aussi prêché sur les temps de la fin. Dans les temps de la fin, plusieurs viendront et seront des faux. Et plusieurs sont des faux en ce moment même. Donc, il faudrait que chacun ait un œil jugeur sur la personne qu'est l'homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas toujours vraiment celui à qui on doit faire confiance, celui à qui on doit donner le monde sans regarder. Et puis, aujourd'hui, l'homme de Dieu est parfois démontré par plusieurs facettes. Désolé parce que aujourd'hui on parle seulement de viol, mais il n'y a pas que le viol qui est connu par ces gars. Plusieurs autres choses. Je veux aussi montrer l'arnaque. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en train de s'enrichir. Enrichir un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Je pense que c'est normal qu'un homme de Dieu puisse quand même vivre aisément. Peut-être pas vivre aisément, lui, mais pas enrichir. Ouvrir une église avec pour objectif de s'enrichir,
Pour moi, ce n'est pas la mission première d'un pasteur. Tu vois, donc il y a certains pasteurs dont l'on commence déjà à faire des actes vraiment abominables, donc commencer à arnaquer des gens. J'ai été choqué d'apprendre que certains pasteurs ont commencé à faire des rendez-vous payants. Je comprends pas, c'est quoi? C'est une boîte? C'est une start-up qu'il a lancée? Prière et bénédiction à $500, 500 euros. On quitte vraiment l'aisance de l'église, l'essence même de l'église, qui est de pouvoir partager la bonne parole, partager l'esprit de Dieu, à vraiment faire un business de la macroéconomie. Un business de la macroéconomie en appauvrissant plus les pauvres. Parce qu'on va pas se mentir, la majorité de nos mamans qui s'en vont dans ces églises-là, c'est pour pouvoir avoir un certain réconfort. Ce ne sont pas des personnes qui sont généralement aisées dans la société. Ce sont des femmes qui se battent, des femmes qui font des plantations, des hommes qui font du taxi, des maçons et autres. Venir dans la maison de Dieu, c'est pour eux une sorte de sécurité, de se dire que je suis encore soutenu par une communauté. Et maintenant, lorsque nous avons des actes comme ceux-là, de voir qu'aujourd'hui, M. Jean-Yves Oussogo a profité, j'ai envie de dire, de l'innocence de ses enfants, mais aussi a profité de la confiance que la congrégation lui a offerte. C'est aujourd'hui quelque chose d'époustouflant. Moi, j'ai envie de me dire que si j'étais un adepte de cette église et que la tête de l'église a commis quelque chose comme ça, je ne ferai pas confiance à tous ceux qui sont aux alentours. Parce que je ne suis pas sûr, je ne suis plus sûr que eux aussi, ils n'étaient pas au courant de cela. Et tu as raison. Et c'est comme tu disais précédemment que lorsqu'un être comme lui arrive à faire de tels actes et à mettre un traumatisme dans la tête de ces jeunes filles de 13 ans, 15 ans et même 16 ans, lorsqu'elles vont grandir, lorsqu'elles vont être vraiment frappées de traumatismes puissants dans leur âge futur, elles vont se rendre compte qu'elles ont besoin d'un abri, d'une sécurité, mais qu'elles ne pourront plus trouver dans l'église parce que l'église est à l'origine de leur mal. Leur mal, tu vois. Donc, c'est vraiment, s'il vous plaît, un appel vraiment à être vraiment jugeur, à avoir quand même un esprit vigilant. Être vigilant. Lorsque vous vous approchez d'une église, lorsque vous vous approchez d'un homme de Dieu, l'homme de Dieu est parfois vrai, est parfois un recueil, mais il n'est pas toujours l'homme qu'il paraît être. Il n'est pas l'homme qu'il paraît être. Et de là, j'aimerais rebondir en disant que par là, nous ne promouvons pas, ou du moins nous ne sommes pas en train de dire que l'homme de Dieu, que le pasteur doit être parfait au point de ne pas commettre de péché. Nous sommes tous humains. Mais le fait est que l'acte qui a été commis ici, même si M. Jean-Yves Oussogo était une personne lambda dans la société, cela aurait été puni et puni sévèrement. Donc, que les actes qui ont été commis par cet homme soient jugés de la manière la plus rigoureuse et normale possible, sans tenir compte de son titre de pasteur, sans tenir compte de son rang peut-être dans la société. C'est sûr qu'il travaille quelque part, mais j'aimerais ici que l'on puisse montrer à la société gabonaise, mais aussi aux yeux du monde, que voici, quel que soit, qui que vous soyez d'ailleurs, si vous commettez un acte qui ne respecte pas les règles de la société, vous allez en subir les conséquences et pas qu'un peu. Oui, et moi je suis d'accord pour ce que tu dis parce que je voudrais qu'en ce moment il ne soit plus jugé comme un homme de Dieu. D'ailleurs, cette cape elle est tombée dès le moment où il a commencé à faire ses atrocités. À faire ses aveux. Même si il a toujours été considéré par beaucoup d'adeptes, j'aimerais dire adeptes parce que c'est pas ses fidèles, ce sont les fidèles de Dieu. Mais il appelle ses fidèles. Donc, même s'il a toujours été considéré par ses fidèles comme un homme de Dieu, un homme qui a une relation étroite avec Dieu, je pense que c'est mieux de le juger maintenant comme un prédateur, un tribaliste, quelqu'un avec une mentalité vraiment d'animal, sérieusement. Comme je disais, j'ai vraiment été étonné de recevoir une telle nouvelle que cet homme que j'ai aussi peut-être élevé dans mon esprit comme un homme de bien, est un homme qui s'avère être une crapule, mais encore plus animal que tout ce qu'on peut voir dans le monde. Il a été celui qui critiquait le monde, mais aujourd'hui c'est lui qui fait pire que le monde. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions, nous tous, Gabonais, et même Africains en général. Africains, oui, pouvoir être vraiment soudés pour ne pas donner toute l'entièreté de notre confiance et de notre sécurité entre les mains de ces pasteurs. Parce que la vie ne réside pas en l'église, elle réside partout. Nous sommes aussi des êtres humains, ils sont aussi des êtres humains. Donc, je n'aimerais pas qu'on continue de faire comme si ces gens-là avaient la confiance carrément de Dieu pour pouvoir nous donner des directives sans que nous ayons à réfléchir. Et donc, j'aimerais terminer en disant que
par ce message, par cette vidéo qui a été faite, nous appelons le plus grand nombre à la vigilance, mais aussi à être strict, à être ferme lorsque quelque chose d'aussi atroce a pu être commis, d'être ferme sur nos jugements en disant que bah oui, c'est vrai qu'il est pasteur, mais s'il a commis cela, ça ne rentre pas dans les fonctions d'un pasteur. S'il a commis cela, c'est qu'il y a déjà une forme de profit. Nous appelons, par cette vidéo d'ailleurs, et aussi par l'acte qui a été commis, nous appelons la population gabonaise à être vigilante dans ces différentes églises, à ne pas faire une confiance aveugle au pasteur, mais plutôt à Dieu. Parce qu'au final, si on va vers le pasteur, si on va à l'église, c'est pour chercher une relation avec Dieu, non pas une relation étroite avec le pasteur dans le sens où, bah, papa pasteur, je viens dormir chez toi, papa. Non. Et pour cela aussi, pour l'acte qui a été commis, nous aimerions que la justice gabonaise joue son rôle et le fait bien, pour qu'il puisse servir d'exemple à tous ces pasteurs qui ont déjà commis ou qui en ce moment sont en train de commettre de tels actes, et de faire passer le message, de leur dire que bah, voici ce qui se passera si on vous attrape. Donc en gros, c'est sûr, c'est que je veux terminer. Déjà que c'est un sujet qui m'a vraiment bouleversé l'esprit, de savoir que même au sein de la bergerie, en fait, le loup peut être le pasteur. Ouais. Bon, merci d'avoir vraiment regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous l'avez fait, et de mettre un pouce bleu et de s'abonner pour nos prochaines vidéos.